Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans le studio, nous poursuivons notre exploration de l'histoire de l'animation au Japon en compagnie d'Ilan Nguyen, maître de conférence à l'Université des Arts de Tokyo. Bonjour Ilan. Bonjour, bonjour à tous. La dernière fois, on s'était laissé au début des années 30, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi les années 30 sont une période charnière pour l'histoire de l'animation au Japon? On parlait la dernière fois donc de ces pionniers qui ont commencé dans les années 20 de la deuxième génération, donc des gens comme Ofuji ou Masaoka. Masaoka commence sa carrière en animation en 1930 en fait, et les années 30 sont une période extrêmement débordante de mouvements en tout genre, où le modernisme trouve effectivement un certain nombre d'échos à la société, et donc un réalisateur comme Masaoka en fait veut absolument être un moderniste. C'est ce qu'on appelle un modern boy à l'époque. C'est-à-dire que c'est la raison qui l'amène au cinéma, à son goût pour le jazz, et au cinéma d'animation aussi. Donc le cinéma d'animation japonais, jusqu'alors, en fait, était basé sur, on l'a vu la dernière fois, sur la technique du papier découpé, technique pour laquelle les Japonais avaient eux-mêmes déjà un savoir-faire en tant que création comme ça décorative, création plastique, et qu'ils peuvent exploiter dans le cinéma d'animation. C'est le cas pour Ofuji, c'est le cas aussi pour Masaoka à ses débuts. Et puis, dans les années 30, arrive cette invention technique pour le dessin animé qui s'appelle le celluloïd. C'est un système qui a été inventé aux États-Unis dès les années 1910, qui a à voir avec la création d'un système et d'un standard industriel. Les Américains, plutôt que de devoir redessiner tous les éléments qui vont être à l'image d'un photogramme à l'autre, ils décident de séparer en fait à l'image des éléments qui vont être immobiles, qui vont former par exemple un arrière-plan, un décor, et de ne redessiner que les éléments mobiles, en les retraçant ensuite sur des feuilles de plastique transparent, d'acétate de cellulose, qui sont des celluloïdes, et qui leur permettent effectivement, donc par superposition, de ne redessiner que les éléments qui sont voués à être en mouvement. Voilà, donc ce qui permet une taylorisation, un partage du travail et un rendement supérieur. Voilà. Donc tous les dessins animés qu'on connaît, les animés classiques, on mentionnait Disney ou les frères Fleischer la dernière fois, tout ça c'est du dessin animé sur cellulo. Mais ce support technique coûte très cher évidemment, et donc les Japonais ont mis du temps à se lancer dans cette exploration technique, et donc les Japonais commencent au début des années 30 là aussi effectivement. Et donc c'est quelqu'un comme Masaoka tout particulièrement qui va se lancer de manière très ambitieuse sur l'animation de cellulo pour faire autre chose que simplement de l'imitation de ce qu'ils peuvent voir dans les films américains. C'est-à-dire en gros le classique du cartoon, des personnages qui sont comme ça en métamorphose, cette espèce de plasticité, de plasmabilité, de caractère sans arrêt bondissant et rebondissant des personnages. Masaoka essaye d'explorer donc autre chose à travers le cellulo, et donc il va réussir à établir un langage formel du dessin animé qui trouvera des successeurs qui s'ignoraient après la guerre. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Simplement, Masaoka, effectivement, d'emblée a une maîtrise technique qui lui permet de sortir de la référence ou de l'imitation. Voilà. Et puis, un autre aspect qui se met en place de manière un peu balbutiante dans les années 30, c'est les premières explorations de la couleur. Le cinéma a connu toutes ces révolutions, le passage du muet au parlant, du noir et blanc à la couleur, etc. Et les Japonais ont commencé aussi à explorer la couleur un petit peu avant la guerre. Simplement, comme toujours, le cinéma étant cette dimension, cette invention technique, il y a plusieurs standards de couleurs, de procédés pour la couleur, et il faut un certain nombre d'années pour que se cristallisent, se déposent les résultats de ces différentes innovations pour qu'un standard ou plusieurs standards s'imposent et s'installent. Et donc, Ofuji en particulier va, dès la deuxième moitié des années 30, lui qui travaille en indépendant, en solitaire et qui s'autofinance, va créer un premier film test en couleur en 1937, basé sur un procédé couleur qui va disparaître par la suite. Mais par ailleurs, évidemment, l'exploration de la couleur va être très limitée parce que là aussi ça coûte cher, parce que les bobines, en fait, les pellicules couleur produites à l'étranger, produites en particulier aux États-Unis, arrivent de moins en moins, arrivent très peu d'emblée, et puis n'arriveront plus du tout très rapidement, en raison bien sûr du climat, cette marche à la guerre. Et donc le cinéma japonais va entrer de plein pied dans la couleur, mais ça on le sait, y compris pour la prise de vue réelle, après la guerre. Même pendant les 10 années d'après-guerre qui nous mènent au milieu des années 50, le cinéma japonais est presque exclusivement en noir et blanc. Les grands films classiques de Kurosawa sont en noir et blanc, et donc c'est La Porte de l'Enfer en 54, ce film donc japonais en couleur, qui gagne un prix à Cannes, parce qu'il est en couleur d'une certaine manière, parce qu'il apporte autre chose, mais il y avait déjà cette curiosité pour la couleur chez Ofuji dès les années 30. Et donc tu évoquais le climat de guerre tout à l'heure. Quelle influence la guerre va avoir sur la production de films d'animation au Japon? La guerre, quand on parle de la guerre, évidemment, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Mais au Japon, on le sait bien, c'est la fameuse guerre de 15 ans, c'est-à-dire que le Japon rentre dans une logique de guerre belliqueuse et belligérante dès le début des années 30. Sur le continent chinois, il y a toutes ces aventures, ces initiatives hasardeuses. Et donc en réalité, dès les années 30, par opposition à ce climat très moderniste que j'évoquais tout à l'heure, il y a cette marche forcée à la guerre, cette escalade avec les incidents qui se produisent au Japon même, les coups des militaires et autres,
Et donc, en fait, il y a un climat de tension qui s'installe et qui a une incidence, bien sûr, sur la production des films d'animation. Les années de guerre telles que nous, on les connaît, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale, 39-45 pour nous, ou la guerre du Pacifique pour les Japonais, donc à partir de 41, installe un climat totalement sous le régime de la guerre. Mais dès les années 30, dès le début des années 30, en réalité, les Japonais commencent à explorer des métaphores ou des illustrations symboliques, des allégories qui ont à voir avec la guerre. Et bien sûr, un certain nombre des succès, par exemple, en bande dessinée à l'époque, comme le fameux chien Norakuro, donc, de Tagawa Suiho, ou Tank Tankuro, donc, dont le personnage principal est un tank, un char d'assaut, figure avec un visage, avec une personnalité, mais qui est un tank, voilà. Ces grands succès de la bande dessinée d'avant-guerre disent à leur manière ce climat de la guerre. Parce que Norakuro, c'est un chien errant, mais qui rentre dans l'armée et qui va, sur les 10 volumes de bande dessinée qui ont été publiés au total, pour la plupart d'entre eux, l'intitulé des volumes en fait, les sépare en fonction de son rang dans l'armée. On l'a Norakuro caporal, Norakuro sergent, et en réalité, très largement, ces récits illustrent des combats, donc une forme de guerre entre l'armée des chiens contre l'armée des singes, ou l'armée des ours, ou des tanuki, etc. Et donc, l'un des principaux motifs des films d'animation qui va être décrit dans les années 30, c'est d'une manière ou d'une autre, évidemment, des formes d'affrontement, des formes de combat entre un protagoniste et un autre, un héros et ses adversaires. Il y a donc toute une exploration en fait du fantasme de puissance qui est typique de la psychologie enfantine des petits garçons. Et donc, les films d'animation s'adressent par essence, je dirais, ou en tout cas en tout premier lieu, au public des garçons. Et donc, les garçons, on s'adresse à eux en essayant de flatter cet instinct ou cette recherche, ce fantasme de puissance. Les jeux de guerre des garçons sont bien connus, hein, on recrée des batailles, on s'affronte, etc. Eh bien, le cinéma d'animation propose un modèle tout à fait limpide de ces motifs-là, où un côté l'emporte toujours sur l'autre, bien sûr. On met en scène ces victoires éclatantes et jubilatoires, évidemment, donc de notre côté sur celui de nos adversaires. Et donc ça, ce sont des films que les jeunes garçons allaient voir en salle ou qu'ils regardaient à la maison? Les Tu deux. nous expliquais la dernière fois qu'il y avait des films joués, justement. Tout à fait. Eh bien, c'est un motif qui est dominant, aussi bien dans la production professionnelle des films destinés à la diffusion en salle que dans le registre des films jouets. Donc voilà, c'est très clair. Cette prégnance, elle est évidente. On parlait pour les films jouets, notamment par exemple du fait que, comme on avait 100 pieds de durée maximum, donc 3 minutes de métrage au maximum, un film de long métrage, un film de sabre par exemple, qui va mettre en scène des personnages en prise de vue réelle, donc avec toute une dimension dramatique, des enjeux narratifs et autres, eh bien, quand ça passe à la moulinette de ne pouvoir en garder que 3 minutes, évidemment, ce qu'on garde, c'est le paroxysme du combat, l'affrontement, la tension, etc. C'est ça qui va rester dans le format des films jouets. Les scènes d'action, oui. Voilà, on va pouvoir se passer, se repasser ad libitum entre gamins, entre enfants, effectivement, et donc on va voir et revoir, goûter avant tout ces passages-là. Moi, j'ai une autre question. Tout à l'heure, tu évoquais justement ce personnage de Tank Tankuro qui, à la base, donc est un personnage de bande dessinée. Oui. Et de manière générale, aujourd'hui encore, on peut dire que beaucoup de dessins animés, donc d'animés ou de films d'animation sont adaptés justement de manga, donc de dessins sur papier. Oui. Est-ce que tu peux nous éclairer justement sur l'histoire de ce lien entre dessins sur papier et dessins animés au Japon? Alors c'est une histoire qui est très compliquée parce qu'effectivement la question est vaste, hein, le sujet englobe, enfin le corpus est immense. Mais en réalité, en fait, il y a de la même manière que aux États-Unis, enfin ailleurs dans le monde, il y a des liens en fait qui sont d'abord des liens de personnes entre bande dessinée ou images satiriques et dessins animés. Tout simplement parce que en fait, les premiers pionniers, souvent, à s'être aventurés dans le dessin animé, étaient eux-mêmes des caricaturistes ou des dessinateurs de bande dessinée. C'est le cas d'Emile Cole, bien sûr, qui commence en 1908 avec Fantasmagorie, donc ses aventures du fantoche. Il a déjà 51 ans, il a toute une carrière de caricaturiste. C'est le cas, bien sûr, de Félix le Chat, qui est un personnage de bande dessinée avec donc ses Pat Sullivan. Et c'est le cas, y compris dans la terminologie. En anglais, on parle de cartoon, et le cartoon, ça désigne aussi bien le strip, la bande dessinée, que le film d'animation, enfin le dessin animé. Et en japonais, c'est pareil, on parle de manga eiga. Alors, le terme manga eiga s'est formé à un moment donné et donc a créé cette idée d'avoir d'un côté le manga, donc bande dessinée, et de l'autre côté la dimension filmique, donc de eiga, donc de créer le composé qui permet d'être sûr qu'on parle bien d'un dessin animé. Et manga eiga, si on devait le traduire en français, on traduirait dessin animé, évidemment. Mais pendant très longtemps, en fait, ces films ont été désignés du terme de manga tout court. Et donc on a pu voir fleurir, il y a notamment par exemple des ouvrages pédagogiques, des manuels, savoir comment dessiner la bande dessinée. Donc c'est
c'est manga no kakikata en fait. Donc comment dessiner des mangas, et on pouvait trouver dans un même bouquin tout le savoir-faire effectivement pour dessiner des bandes dessinées et un chapitre dédié à ce qu'ils appelaient à ce moment-là, donc au début des années 30, les Toki manga. Et un Toki manga, c'est forcément un dessin animé. Et donc on décèle le fait que c'est un dessin animé grâce effectivement au composé avec Toki qui désigne le fait que c'est un film parlant. C'est pour dire à quel point ce terme-là de manga, en fait, de manière indifférenciée, pouvait désigner les deux registres. Un des cas qui est très connu après la guerre, et qui, à partir du moment où ça commence à s'instaurer en système, c'est Tezuka, bien sûr. Tezuka, donc, ce premier grand pionnier de la bande dessinée d'après-guerre, dès les années 46, etc., qui va dominer la bande dessinée d'après-guerre, mais qui est fasciné par le dessin animé et qui toute sa vie voudra faire du dessin animé et va produire énormément de dessins animés. Lui a fait un aller-retour permanent entre les deux registres. Mais avant lui, il y avait déjà donc, un dessinateur à succès comme Yokoyama Ryuichi, donc avec son personnage de Fuku-chan dès les années 30, là aussi. C'est un personnage de strip, donc c'était des strips de 4 cases qui paraissaient dans les journaux. C'était le Mainichi, je crois. Et donc, ce personnage extrêmement populaire va connaître plusieurs adaptations en dessin animé dès les années 40. Et par la suite, y compris même en série, donc longtemps après la guerre. Et puis Tank Tankuro, donc, par exemple, donc, ce personnage de Tank. Alors ça, il y a un certain nombre de grands noms de la bande dessinée, de grands succès de la bande dessinée d'avant-guerre. C'est Shouchan no Bouken, c'est Tank Tankuro ou Norakuro. Et en fait, pendant très longtemps, en fait, on pensait qu'il y avait une sorte de carence. C'est-à-dire que ces succès de la bande dessinée n'étaient pas forcément passés en animation. Il fallait quand même un certain nombre de conditions réunies pour que ce transfert s'opère. En réalité, en fait, on sait aujourd'hui qu'il existe au moins un film de dessin animé qui a été adapté donc, de Shouchan no Bouken dans les années 20. Moi, j'ai découvert donc, de manière tout à fait contingente, vraiment par hasard, en ouvrant une malle comme ça dans une brocante à Tokyo, des bobines de films jouets, dont un film de Tank Tankuro. Or, il n'existe aucun film de Tank Tankuro qui ait jamais été produit pour être diffusé en salle au Japon. Ça n'existe pas. Mais pour le film jouet, il y a eu au moins un film qui a été produit, par exemple. Voilà. Donc on trouve comme ça, il y a des vérités comme ça, des factuels qui surgissent au gré des hasards, des malles qu'on ouvre, ou des brocantes. Ces grands succès de la bande dessinée, on l'a dit tout à l'heure, hein, témoignent à leur manière de cette prégnance, de cette atmosphère guerrière. Ça a été très difficile pour les cinéastes d'animation de s'affranchir ou d'essayer d'explorer d'autres veines, d'autres voies que celles de ces facilités, ces pentes naturelles amenées par le climat de l'époque. Alors, pour citer quelques exemples, il y a bien sûr, c'est notamment l'un des chefs-d'œuvre de Masaoka, Masaoka Kenzo, dont on parlait déjà la dernière fois, et qui signe dans les années 40, au plus fort des années de la guerre du Pacifique, plusieurs films qui sont vraiment des films remarquables par cette absence d'atmosphère guerrière. C'est notamment un film donc, de Fuku-chan. Masaoka réalise Attaque sur Fuku-chan en 1942, qui reprend donc le personnage de Yokoyama Ryuichi, ce petit garçon avec sa casquette qui vit dans les quartiers populaires de Tokyo. Pour vous dire à quel point c'est étrange de voir Fuku-chan donc, dans son quartier avec une histoire de cambrioleur qui s'est introduit dans une maison, donc tout le quartier va essayer de trouver le cambrioleur. C'est du coup ça n'a rien à voir avec le climat de la guerre. On trouve juste une représentation d'un soldat un moment dans le film, mais c'est très secondaire. Yokoyama Ryuichi, le dessinateur de la bande dessinée d'origine, lui-même a pris part à un moyen métrage de Fuku-chan qui s'appelle le sous-marin de Fuku-chan. Donc on retrouve ce petit personnage avec ses socs en bois et donc qui est censé vivre dans les quartiers populaires de Tokyo. On le retrouve avec tous les personnages, tout son entourage populaire à bord d'un sous-marin. On ne sait pas pourquoi, mais ils sont à bord d'un sous-marin. Et donc, il y a des ils sont en pleine guerre, j'imagine. Pardon ? Oui, voilà. Ils sont en pleine guerre, ouais. Il faut sacrifier à cet effort ou à ce climat. Et donc, pour nous, c'est totalement inexplicable de voir des transferts pareils. Mais voilà, c'est dire le poids de ce climat. Et donc, Masaoka réalise ensuite, l'année suivante, après Fuku-chan, donc Attaque sur Fuku-chan, il réalise un film qui s'appelle L'araignée et la tulipe, qui est un de ses chefs-d'œuvre, hein, qui est une opérette, qui est un film inscrit dans le modèle des Silly Symphonies de Disney. Donc, ces films basé sur une bande sonore extrêmement connue qui lui donne une renommée d'emblée, et basé donc sur, c'est du dessin animé, mais en essayant éventuellement pour certains de ces films de sortir de la stricte logique du cartoon. La série des Silly Symphonies, c'est quelques dizaines de films produits par Disney au cours de la fin des années 20 à la fin des années 30. C'est ce qui lui sert de laboratoire, qui lui permet de moderniser le langage du dessin animé. C'est ce qui lui permet à Disney de supplanter ses concurrents et d'ouvrir une nouvelle étape en étant novateur, en étant à la pointe de la nouveauté dans le domaine du dessin animé. Et Masaoka, à sa manière, alors c'est pas du tout comparable, parce que Disney a déjà à cette époque-là des dizaines et des dizaines, voire plus d'une centaine de collaborateurs. Masaoka travaille avec un groupe dès ses débuts, dès ses premiers films en 1930, il y a un petit groupe d'animateurs auprès de lui, mais ils sont une dizaine en tout.
Ils font des films en noir et blanc, ils n'ont pas accès à la couleur, c'est une autre échelle, mais malgré tout, à sa manière, c'est un film qui, tout en assumant ses correspondances avec la logique générique des Silly Symphonies, essaye à sa manière d'explorer une autre voie. C'est un film qui est beaucoup plus naturaliste, beaucoup moins cartoon, beaucoup moins exagéré, beaucoup plus paisible, bucolique, champêtre, avec une forme de poésie à l'image. Et donc, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans. Enfin, Masaoka, entre ces années 43-46, avec son film suivant, est celui qui va amener au Japon, dès cette époque-là, à une sortie du cartoon. C'est-à-dire que Masaoka travaille à des dessins animés qui ne sont plus des cartoons. Et donc ça nous amène évidemment par la suite, c'est ce que la génération suivante des réalisateurs et des animateurs au Japon va pousser très loin. Parce que s'il y a une production qui ressort malgré tout du cartoon tout au long bien sûr des décennies par la suite, les Japonais vont ensuite s'imposer avec une exploration de récits beaucoup plus dramatiques, voire tragiques, avec d'autres langages, d'autres éléments, d'autres motifs formels qui vont devenir prépondérants. Mais ça existait déjà en tant qu'exploration à l'époque de Masaoka. Bon, merci encore à toi, Ilan, comme d'habitude. C'est toujours une joie de t'écouter parler animation. Écoute, on se retrouve la prochaine fois pour parler de la suite, donc de l'après-guerre. Avec plaisir. Là encore, évidemment, les grands bouleversements de la guerre sont une chose considérable, mais après la guerre, le Japon va connaître encore, pour l'animation, comme dans d'autres domaines, énormément de bouleversements, très rapides, radicaux et de très grande ampleur. Donc, à très bientôt, j'espère. Merci. À bientôt. Voilà, c'est la fin du studio, donc on se retrouve bientôt avec Ilan Nguyen. Au revoir.